transmet des émotions et je trouve que c'est un auteur, peu importe si vous êtes jeune, plus âgé, grand lecteur, pas grand lecteur, ça peut vous toucher tout autant. Donc ça c'est vraiment c'est quelque chose que peu d'auteurs réussissent à faire. J'essaie de me rapprocher un peu pour être un peu plus confort dans mon siège parce que sinon ça va être un peu compliqué. Là pour vous dire, j'enregistre, il est 23h46 et je commence un peu à avoir pas le dos parce qu'on est vieux dans cette existence, on est très vieux donc c'est un peu compliqué. Voilà.
souvent les lycéens ou même les collégiens, tout dépend de quand vous étudiez ça, mais que vous pouvez utiliser pour les cours. Et ça peut aider en fait pour étudier des œuvres si vous voulez. Donc là par exemple on vous explique, on vous donne des repères chronologiques sur la vie de Victor Hugo, on vous fait la fiche d'identité de l'œuvre, on vous explique le romantisme dans les différents mouvements littéraires. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire? Est-ce qu'un petit Demain dès l'aube, ça le ferait pas? Alors attention, Demain dès l'aube, where is it? Il y a un poème qui s'appelle carrément Charles Vacry. Alright, I didn't know. Il y a des poèmes dans cette partie de recueil qui sont extrêmement tristes. Extrêmement tristes. Ok, get ready, j'ai trouvé Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Et c'est un poème daté du 3 septembre 1847. Voilà, donc ça c'était le premier livre. Alors pour le deuxième, on va repartir vers un autre poète du 19e siècle, mais là de la fin du 19e siècle du coup. Pardon, j'ai mangé il n'y a pas très longtemps. I'm sorry. Our Dearest, Arthur Rimbaud. Alors, Rimbaud, c'est un poète que j'adore. Vraiment, je l'adore. J'ai étudié des poèmes de Rimbaud pour le bac français. Et en fait, j'ai découvert un truc incroyable. Ma passion, Arthur Rimbaud. Même si parfois il y a des choses qui sont un petit peu compliquées à comprendre, surtout quand on est au lycée et qu'on n'est pas très très mature pour l'implicite.
montagne fière. Lui, c'est un petit Val qui mousse d'oreillons. Un soldat jeune, bouche ouverte, détenu et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or, il était tendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature perce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a de trop rouge au côté droit. Et c'est un poème qui date d'octobre 1870. Donc de mémoire, le dormeur du Val, ça fait référence à un jeune soldat de la guerre franco-prussienne et c'est un soldat qui s'est fait tuer, d'où le fait qu'on l'appelle le dormeur du Val. En fait, tout au long du poème, on vous fait comprendre que le jeune homme, donc le dormeur, a été tué pendant une bataille. Voilà. Comme qu'on a des restes, gros cerveau madame. Je peux essayer de vous lire le Au cabaret vert du coup. Au cabaret vert, 5 heures du soir. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi, au cabaret vert. Je demandais des tartines, de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bien heureux, j'allongeais les jambes sous la table verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie et ce fut adorable quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs. Celle-là, ce n'est pas un baiser qui les beurre. Rieuse m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d'une goustaille, et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Pareil, octobre 1870. Il est marrant celui-là. Enfin, moi ça m'a fait rire, voilà. Ma bohème. Et donc juste en dessous il y a écrit fantaisie. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'ai grené dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours, mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou, et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur, où rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. J'aime beaucoup celui-là. Je le trouvais super beau. Alors je sais que c'est vraiment... Ça c'est un move de basic bitch de dire mon poème de Rimbaud c'est ma poème. Vraiment basic bitch. Mais je sais pas, je trouve qu'en fait il y a quelque chose de très descriptif et en même temps un peu... je sais pas comment dire, il y a beaucoup de ressenti en fait dans la poésie de Rimbaud. Et parfois ce qu'il décrit on a presque l'impression de ressentir ce qu'il ressent aussi. Comme le poème du cabaret vert par exemple, où il parle des tartines de beurre avec du jambon froid, etc. En fait, sa façon de décrire, moi j'ai l'impression de vivre la scène, de la voir comme si c'était un tableau. Donc je sais pas si c'est juste moi qui ai une case en moins, ou si ça fait ça aux gens. Alors pardon, je suis désolée, on entend mon vent de faire... Il est en train de carcouiller. Pareil pour le dormeur du Val, en fait, j'imagine totalement le tableau avec le jeune homme allongé dans l'herbe, avec le soleil sur lui. Enfin, c'est... voilà, je sais pas si c'est parce que j'arrive à visualiser. Mais en tout cas, voilà, moi c'est l'effet que la poésie de Rimbaud me fait. Je crois que je dois avoir aussi un recueil de Verlaine quelque part. Et quand j'étais jeune, j'étais un peu fascinée par leur relation toxique, il faut le dire. Mais voilà, je trouvais que c'était hyper intéressant. Ok.
c'est beaucoup moins fun pour le coup. Et celui-là, je l'ai commencé. Parce que je sais que mon mec, dans les commentaires, c'est obligé, il va dire un truc du style: je t'achète des livres, tu les lis jamais. La fatigue mentale. Non, en fait, oui, j'ai pas mal de livres, mais le problème, c'est que j'arrive pas à les lire. Parce que je suis trop fatiguée le soir, mentalement, pas physiquement, mais mentalement, quand je rentre du travail, après avoir passé la journée avec les jeunes, etc. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué. J'aimerais lire plus, mais j'y arrive pas. It is what it is. Alors, du coup, le prochain livre que je vais vous présenter, ça s'appelle A Little Life, et c'est de, parce que j'arrive jamais à dire son nom, Anya Yanagihara. Yanagihara. Ok, yes, c'est bon. Alors ça, par contre, c'est un livre que j'ai eu. Alors oui, c'est mon mec qui me l'a acheté. Donc A Little Life, c'est bon. Celui-là, c'est, j'ai mon point de kika, quoi. Ça va aller. Donc celui-là, il est en anglais. Et j'avais demandé à mon copain de me l'acheter parce que moi j'ai entendu parler de la pièce de théâtre. Et en fait, dans la pièce, il y a Luke Thompson, celui qui fait Benedict Bridgerton, et c'est un de mes acteurs préférés. Je l'aime beaucoup trop. Et quand je dis beaucoup trop, c'est un euphémisme. Et par contre, le bruit de tapping sur certains livres est beaucoup trop satisfaisant. J'adore ça. En ce moment, j'ai une phase où je regarde des vidéos ASMR avec une femme qui fait du tapping dans des librairies ou juste dans les magasins. Enfin, c'est débile dit comme ça, mais c'est un truc qui me fascine. J'adore ça. Alors, là, je peux peut-être essayer de vous lire le résumé, enfin, la quatrième de couverture. A Little Life follows four college classmates broke adrift and buoyed only by their friendship and ambition as they move to New York in search of fame and fortune. Jusque-là, alright. While their relationships, which are tinged by addiction, success and pride, deepen over the decades, the men are held together by their devotion to the brilliant, enigmatic Jude, a man scarred by an unspeakable childhood trauma. Et c'est là que ça commence à partir en cacahuète. A hymn to brotherly bonds and a masterful depiction of love in the 21st century, Hanya Yanagihara's stunning novel is about the families we are born into and those that we make for ourselves. Amazing, 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 amazing. Alors, est-ce qu'on essaie de lire un extrait? Alors oui, j'ai oublié de vous préciser du coup, mais dans un livre, il y a 2 tomes de Bridgerton, et ça du coup c'est le premier. Donc c'est celui avec Daphne et Anthony. Donc la première partie c'est The Duke and I. Oui, The Duke and I. Donc The Daphne Book avec Simon, etc. Et la deuxième partie c'est The Viscount Who Loved Me avec du coup Kate et Anthony. On va essayer de trouver une page à lire. Alors évidemment une page où c'est pas trop olé olé, parce qu'on a quand même une réputation à tenir sur cette chaîne.
the younger Miss Sheffield made a bizarre and unprecedented announcement at the Smith musical last week. Whoever heard of a girl needing a sister's permission to choose a husband? And perhaps more importantly, whoever decided that the words Smythe Smith and music hall might be used in the same sentence? This author has attended one of these gatherings in the past and heard nothing that might ethically be termed music. Wow. And that was Lady Whistledown's Society Papers of the 22nd of April 1814. Alors celui-là je l'ai pas encore commencé, mais j'ai vraiment hâte parce que je sens que je vais bien rigoler. En plus la saison de Anthony, c'est une saison que j'avais vraiment aimée. Je l'avais trouvée incroyable. Alors, faut que je regarde. Oh my god, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. On a un petit truc pour marquer la page, mais j'arrive pas à arriver parce que c'est. Alors, le prochain, vous allez me dire, mais meuf, tu forces. La réponse est oui, totalement oui. Alors, pareil, c'est un livre en anglais. Et encore une fois, c'est mon copain qui me l'a offert. Et c'est, vous voyez sur la couverture, Bridgerton. Alors, le livre en question, c'est celui-là. Alors là, par exemple, ce que vous voyez comme tableau ici, c'est un autoportrait. Là, c'est la nuit étoilée. Et ici, c'est la chambre. Ça, j'avais dû le reproduire en art plastique quand j'étais au collège, genre 6e, 5e. Et je sais pas, ça m'a fait marquer. Parce qu'il va briser la malédiction de l'ombre. L'empattement de cette toile est très prononcé. Superposant les couches de matière, Van Gogh procède par touches vigoureuses et précises, appliquant avec une violence contenue les couleurs chargées de traduire la puissance de ses émotions. Le conflit cosmique du bleu et du jaune anime presque toute la surface de l'œuvre, à l'exception de la masse du cyprès, traitée dans une gamme allant du vert sombre au noir. Pourtant, à bien y regarder, aucun espace n'échappe à cette obscure clarté qui, tombant des étoiles, prouve que la logique des âmes souffrantes s'accommode de toutes les contradictions. Voilà, bah ça reprend un peu ce que je vous ai dit du coup. Donc voilà, ça c'est la nuit étoilée. Le tableau est vraiment magnifique. En fait, je sais pas, je suis vraiment marquée par plein de choses. Alors, le vieux soldat face à son cadet. Habité par l'ambition d'être reconnu en tant que portraitiste, le peintre s'est heurté à la difficulté de trouver des modèles curieux, désintéressés et susceptibles de venir poser chez lui dans de bonnes conditions. Compte tenu de ses exigences, la rencontre avec la famille Roulin est une chance inespérée. Il en peindra les 2 parents et les 3 enfants, Armand, Camille et Marcel. Avec une prédilection marquée pour Joseph, le père, alors âgé de 47 ans. À 6 reprises, ce truculent militant républicain posera pour son ami hollandais qui lui voit un respect filial. Roulin, tout en n'étant pas assez âgé pour être pour moi comme un père, toutefois il a pour moi des gravités silencieuses et des tendresses comme
qui a des goûts en musique incroyables. Je dis ça parce que j'ai eu l'occasion d'écouter les podcasts de la BBC Radio 6, où en fait, sur la Radio 6, c'est une radio de la BBC qui est vraiment consacrée que à la musique. Et en fait, on lui a laissé l'occasion pendant quelques semaines, sur plusieurs saisons, de faire des playlists et en gros de se jouer un peu conseiller musical et faire découvrir des trucs aux gens en sachant qu'il écoute vraiment beaucoup de choses très différentes et comment dire, ouais, c'est très très varié et puis c'est surtout des trucs qui sont un peu parfois pas très mainstream, donc voilà. Et en fait vous avez tout un dossier sur lui. Alors il date de quand celui-là? Il date de mars 2024, donc peu de temps après les Oscars, je crois. Ouais, peu de temps avant ou après les Oscars, je sais plus. Alors, Oppenheimer sort en même temps que Barbie lors d'un week-end historique qui donne naissance au phénomène viral Barbenheimer. Naissance au phénomène viral Barbenheimer, 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 Barbenheimer. La grève de la SAG-AFTRA, donc ça c'est le syndicat des scénaristes, etc. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous vous souvenez de cette grève, de cette fameuse grève. La grève de la SAG-AFTRA, si elle coupe court à la promotion des deux films, n'empiète en rien sur leur succès au box-office, et ce au plus grand soulagement de la star. Alors, citation. C'est un modèle qui ne fonctionne pas si vous voulez mon avis, dit-il à propos des interviews sur tapis rouge. Si le film est bon, il est inutile de s'infliger cette corvée. C'était pareil pour Peaky Blinders. Les 3 premières saisons n'ont bénéficié d'aucune publicité. C'était juste une petite série sur BBC où elle a décollé parce que les gens se sont passés le mot. Et ça c'est vrai, c'est totalement vrai en fait. Je suis assez d'accord par rapport à ça dans le sens où si vraiment le film est excellent, il n'y a pas besoin d'avoir un truc de marketing blindé. Là en fait, rien que pour l'histoire du phénomène Barbenheimer, c'est les gens qui ont fait ça parce que ça sortait le même. Alors aux États-Unis ça sort le vendredi, donc en fait ça commençait ça sortait le même week-end. Alors à l'image de l'Irlande, en interview, le malaise de Cillian Murphy est palpable. Citation. Ça me fait penser à ce que disait John Woodward. Le métier d'acteur, c'est comme le sexe. Faites-le, n'en parlez pas. C'est simple, l'Irlandais est tout bonnement incapable de jouer la comédie en dehors d'un plateau. Face aux journalistes, il a tendance à réagir en levant les yeux au ciel, comme si on lui posait la même question pour la 100e fois en une semaine. Ça c'est vrai. C'est devenu un mime plusieurs fois, parce qu'en fait à chaque fois qu'il est en interview, alors à part pour Oppenheimer, parce que j'ai l'impression qu'il a peut-être plus apprécié l'équipe, ou en tout cas c'était une autre ambiance, mais en fait à chaque fois il a l'air saoulé, on dirait qu'il a qu'une envie, c'est de se prendre ses affaires et se tirer, et c'est un peu drôle parfois. Alors c'est en apprenant sa première nomination aux Oscars pour son rôle dans Oppenheimer, il célèbre la bonne nouvelle de la manière la plus intime et raisonnable qui soit, en buvant du thé chez ses parents en Irlande, loin des flashs des photographes. Les gens disent souvent que je suis timide ou difficile à aborder. C'est faux, j'adore parler d'art et de cinéma. Ce que je déteste en revanche, et que je trouve parfaitement inutile, c'est quand on me demande de parler de moi. Ouais, ça aussi c'est un truc qu'il déteste. Vraiment, il déteste parler de lui. Alors, si vous, par exemple, si vous lui posez des questions sur la musique, sur l'art en général et tout, il va vous répondre et ça va être, je pense, une discussion hyper enrichissante d'un côté comme de l'autre. Mais par contre, il aime pas du tout parler de lui et il aime pas les compliments non plus. C'est comme ça. Cillian Murphy grandit à Cork, dans une région magnifiquement préservée de l'Irlande. Il fréquente une école catholique, plus indulgente avec les profils